Nouvelle d'information, merci de nous suivre. Voici les titres en une ce soir. Le Sénat approuve l'ordonnance qui proroge d'un nouveau délai de 10 ans le prélèvement compensatoire sur les importations de volailles mortes en Côte d'Ivoire. Cette loi vise à protéger les éleveurs locaux contre les importations qui ont pendant longtemps perturbé la filière. Développement du système de soins. La Côte d'Ivoire signe avec 2 opérateurs économiques 2 contrats pour la construction de 200 établissements sanitaires de premier contact et la réhabilitation de 446 autres. Le lancement des travaux est annoncé pour août 2020. Et actualité sanitaire, 228 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés ce 7 juillet 2020. Ils sont enregistrés sur un échantillonnage de 1280 personnes prélevées. Le bilan à cette date de la pandémie s'élève à 11 194 cas confirmés. Bienvenue dans ce 23h. Les éleveurs locaux de volailles sont protégés par une loi contre les importations. À Yamoussoukro, le ministre des Ressources animales et halieutiques obtient l'approbation des sénateurs pour la prorogation du prélèvement compensatoire des importations en Côte d'Ivoire de volailles, des volailles importées mortes de basse-cour et leurs abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés. Cette loi permettra d'accroître la production locale et devrait entraîner une réduction de 20% du coût de la volaille sur le marché ivoirien. Des précisions avec Kader Sogodogo. Les importations des produits avicoles congelés hors CEDEAO ont constitué à partir de 2003 plus de 64% de l'offre nationale. Un préjudice certain pour les aviculteurs locaux. Pour freiner l'étranglement, le prélèvement sur la viande de volaille allait connaître une hausse. Plus-value qui allait servir à financer le développement local. Dans la foulée, l'impact a dépassé les 100 milliards de francs CFA pour le bonheur des acteurs locaux. La loi autorisant ce prélèvement d'une durée de 10 années arrive à terme. Sa prorogation devient donc une nécessité. Le PSV a eu de nombreux impacts positifs sur le développement de la filière avicole ivoirienne, avec une consommation passant de 0,21 kg par habitant et par an à 2 kg par habitant et par an, et notamment par la compensation du manque de compétitivité de cette filière vis-à-vis des importations et la garantie d'une part de marché aux acteurs locaux. Moussa Dosso va obtenir le quitus des sénateurs. L'actualité sanitaire avec la Covid-19 n'épargne pas le domaine de l'aviculture. L'État demeure proche des acteurs. Concernant le secteur de l'aviculture, c'est plus de 10 milliards 600 millions qui ont été consacrés aux effets justement de l'impact et répondre aux mesures à mettre en œuvre pour passer cette période de la Covid-19 qui fait beaucoup de mal à notre économie. L'État y a mis à peu près 3 milliards et les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, a mis 8 milliards pour aider le secteur. Oui, l'impact est réel et l'État a mis en place et les partenaires techniques pour répondre à cet impact. Le prélèvement sur la viande de volaille importée est passé de 400 francs CFA à 1000 francs CFA. Sa prorogation vient pour renforcer le dynamisme dans le secteur de l'aviculture en Côte d'Ivoire. L'autre chambre du Parlement ivoirien, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, a obtenu le quitus de la Commission des affaires économiques et financières sur 3 projets de loi. Ils portent sur les mesures fiscales contre le coronavirus et la production d'énergie électrique. Cette session parlementaire est résumée par Lanciné Bakayoko. Le premier projet de loi adopté par la Commission implique l'exonération des droits et taxes de port afférents aux équipements de santé ainsi qu'aux produits sanitaires, entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L'exonération porte également sur la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la redevance pour la procédure d'importation, perçue sur les équipements de santé, produits, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Le coût fiscal de cette mesure se situe entre 4,5 et 9,6 milliards de francs CFA, suivant l'acuité de la crise sanitaire. Par cette exonération, il s'agit de renforcer les capacités de prise en charge, à savoir les prélèvements et les analyses, de faciliter la livraison des commandes de matériel de protection et surtout d'améliorer le système de soins.
Le deuxième projet de loi tire sa source du plan de riposte économique et financier dans son volet mesures fiscales destinées à soutenir les entreprises. Ces mesures concernent notamment la suspension temporaire du paiement de certains impôts et taxes ainsi que les opérations de contrôle fiscaux, l'exonération totale ou la réduction partielle d'impôts et taxes, l'admission en charge des frais engagés dans la lutte contre la pandémie. Le coût fiscal de ces mesures est estimé à 107 milliards 450 millions de francs CFA. Le troisième projet de loi concède un régime fiscal et douanier dérogatoire à la société Biovea Énergie, une société avec laquelle l'État a passé une convention pour la réalisation d'une centrale thermique à biomasse de 2 x 3 MW à Ayebo dans la sous-préfecture d'Aboisseau. Ce régime tient compte de diverses orientations stratégiques et prévoit un certain nombre d'exonérations d'impôts, notamment sur les bénéfices industriels et commerciaux, les patentes et licences, le patrimoine et le revenu foncier. Ces orientations portent notamment sur la couverture des besoins en électricité par l'accroissement de la production et le renforcement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique sur la période 2015-2030. Le coût des exonérations, évalué à 11,8 milliards de francs CFA, permet d'aboutir à un prix de vente de l'électricité de 61,99 francs CFA par kWh contre 69,8 francs CFA par kWh en appliquant le régime de droit commun du Code des investissements. Ces 3 textes ont été adoptés à l'unanimité des députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre basse du Parlement. Voyons cette autre activité parlementaire, cette fois dans l'espace francophone. La réunion hier par visioconférence du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie présidée par le président Amadou Soumaoro. Elle portait sur des sujets d'intérêt commun tels que la pandémie de Covid-19. Suivant ce compte-rendu de Konaté Moussa. Je soumets à votre approbation l'adoption de l'ordre du jour. Réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie par visioconférence. Le président Amadou Soumaoro préside la séance. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la pandémie de Covid-19 qui secoue le monde depuis des mois. Cette pandémie touche 188 pays, donc presque la totalité de la planète, et a provoqué à ce jour la mort de près de 500 000 personnes et le confinement de plus de la moitié des 7,7 milliards d'habitants du globe. Face aux conséquences économiques et sociales de la maladie à coronavirus, le bureau de l'APF a adopté une proposition qui sera soumise à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Lors de la première réunion du bureau, le secrétaire général parlementaire avait proposé l'annulation de la dette des pays africains à cause de la pandémie. Au cours de cette réunion, nous avons validé cette proposition, nous avons adopté cette proposition. Le bureau de l'APF a aussi examiné l'état d'avancement de son programme numérique avec la mise en place d'un portail numérique parlementaire francophone. C'est la deuxième réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie après celle tenue à Dakar au Sénégal en janvier dernier. Pour rappel, le bureau de l'APF se réunit 2 fois par an. Sur le plan éducatif, en Côte d'Ivoire, les examens de l'enseignement technique et professionnel ont débuté ce 7 juillet par les épreuves physiques et sportives sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette session 2020, ce sont 16 473 candidats qui doivent passer ces épreuves. Et dans ce contexte de crise sanitaire, le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est assuré du respect strict des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Dans l'enseignement général, les examens du BEPC et du bac sont prévus se tenir dans quelques jours. Un peu plus de 800 000 candidats sont attendus dans les salles de composition et la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Candia Camara, a voulu rassurer des dispositions prises pour veiller au bon déroulement des épreuves. Suivons ce message enregistré au micro de Serge Coléa. Voici venu le temps des évaluations certificatives après une année scolaire 2019-2020 dont le déroulement, il est vrai,
a été quelque peu perturbée par la crise de la pandémie de la COVID-19. Pour cette session 2020, seuls les examens du BEPC et du baccalauréat verront dans les jours et semaines à venir se présenter respectivement 503 472 et 318 995 candidats qui composeront dans 799 centres pour les premiers et 506 pour les seconds, soit un total de 822 467 candidats répartis dans 1305 centres comprenant en tout près de 32 900 salles de composition. Pour ce faire, j'en appelle à chacune des parties suivantes pour qu'elle joue sa partition avec sérieux et abnégation. Chers collaborateurs enseignants et personnels du secteur éducation-formation, acteurs de premier plan dans l'organisation des examens, je veux, encore une fois, pouvoir compter sur le sens de la responsabilité dont vous avez toujours fait preuve. Des dispositions relatives au respect du devoir professionnel et à l'organisation de la surveillance ont été prises pour vous permettre d'être plus efficaces. Chers parents d'élèves, je vous demande d'être sereins et de faire confiance aux capacités intrinsèques de vos enfants. Et c'est en prenant toutes les dispositions pour le strict respect des mesures barrières que l'Institut national de la jeunesse et des sports a rouvert ses portes à ses étudiants hier. L'INJS est resté fermé depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Suivons cette première journée à l'INJS avec Arsène Kouassi et Patrick Dadier. Après la désinfection de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui avait abrité des cas suspects du Covid-19, les étudiants ont renoué avec les cours en respectant les règles édictées par les autorités. Lavage de mains, prise de température, masque de protection et le respect de la distanciation sociale d'1 mètre dans toutes les salles. Une reprise effective que le premier responsable du sport n'a pas voulu se faire compter. Nous ouvrons l'école, nous ouvrons les infrastructures sportives et scolaires, mais nous devons ne pas oublier que la maladie est encore là et qu'il faut être particulièrement prudent et vigilant. Et le seul remède aujourd'hui qui est nécessaire, qui est important, c'est le respect des mesures barrières. Les cours commencent à 8h et on finit à 17h00. Sur les dispositifs sanitaires, donc on a une équipe composée des infirmiers et des éducateurs qui prennent la prise de température tous les matins. Entre joie et inquiétude, enseignants et pensionnaires de l'INJS ne cachent pas leur émotion de reprendre les cours dans ce contexte de crise sanitaire. La reprise des cours, vraiment, nous sommes contents. Nous sommes contents parce qu'on a vraiment retardé. Et l'État a tout fait pour mettre en place de telle sorte qu'on puisse reprendre les cours aujourd'hui. Pour rappel, la reprise des cours à l'INJS fait suite à la décision du Conseil national de sécurité de remettre en marche le système éducatif national. Pour sauver l'année académique, les cours devront s'achever en octobre 2020. Sur le plan sanitaire, le gouvernement ivoirien acte le projet de développement du système de soins par la signature ce mardi de contrats pour la construction et la réhabilitation d'établissements sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. L'État de Côte d'Ivoire engage par ces contrats 2 opérateurs privés pour construire 200 établissements sanitaires de premier contact neufs et d'en réhabiliter 446 autres. Jean-Luc Bongo. Aboutissement d'un long processus démarré depuis 2018 dans le cadre du dispositif de pilotage mis en place pour le programme hospitalier ivoirien. Un programme qui concernait notamment la construction et la réhabilitation d'établissements sanitaires de premier contact ESPC sur toute l'étendue du territoire. Un vaste programme qui se réalisera avec 2 opérateurs internationaux. La construction d'une 50aine d'établissements sanitaires de premier contact, une centaine de rénovations de centres existants. Tous ces travaux se dérouleront dans une 12aine de régions, dans l'ouest et le nord du pays. C'est un véritable honneur de faire partie de ce projet, de ce magnifique pays. Ces 2 opérateurs auront la charge de construire 200 établissements sanitaires de premier contact neufs et d'en réhabiliter 446 autres pour un coût total de 171,7 milliards de francs CFA. Ce programme vise donc à améliorer sensiblement la couverture sanitaire dans des périmètres concentrés de 10 km.
Il permet également de rénover, de mettre à niveau et de restaurer la fonctionnalité d'un grand nombre de SPC à travers le pays. Nous nous félicitons d'être parvenus à ce résultat qui traduit la volonté de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, et de son gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de faire toujours un peu plus et davantage pour la population rurale, notamment celles les plus reculées des centres urbains. Le programme prend en compte l'équipement de ESPC avec adduction d'eau potable et électrification. Le lancement des travaux est prévu pour le 17 août 2020, alors que le pays se bat encore contre la pandémie du coronavirus. Un signal fort, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour la prise en compte de toutes les pathologies. Il n'y a pas que la propagation de la Covid-19 qui préoccupe. Le VIH-Sida continue de se répandre. Le dernier rapport mondial présente le point de la prévalence en Côte d'Ivoire. 2 tiers des personnes vivant avec le virus sont des femmes, en particulier des jeunes filles, qui représentaient 83% de toutes les nouvelles infections à VIH chez les jeunes. Des données qui découlent d'une étude menée en 2019. Grace Kando nous en dit davantage. Le nouveau rapport mondial de l'ONU-SIDA 2020 présente les dernières données sur les progrès observés et les défis de la riposte au sida. La COVID-19 a entraîné une baisse de fréquentation des services de santé. L'épidémie de VIH demeure toujours un enjeu majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. L'épidémie du VIH en Côte d'Ivoire est caractérisée par une prévalence chez les 15-49 ans estimée à 2,39% en fin 2019. Les 2 tiers des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des jeunes filles. En 2019, les jeunes filles représentaient 83% de toutes les nouvelles infections à VIH chez les jeunes. Les populations clés sont les plus touchées. Les nouvelles infections à VIH, les décès liés au sida et la transmission mère-enfant du VIH s'observent à des niveaux relativement élevés. Pour aider la Côte d'Ivoire à lutter efficacement contre cette maladie, l'ONU-SIDA apporte sa contribution. La première mission du Bureau pays, c'est d'accompagner le pays dans la mise à disposition de l'information stratégique. Nous avons aussi un rôle dans le plaidoyer pour l'augmentation des financements domestiques. Nous faisons aussi beaucoup d'appui technique pour accompagner le programme national de lutte contre le sida, que ce soit aussi la DIS ou bien d'autres services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, y compris la Direction générale de la Santé. Pour soutenir les efforts de l'ONU-SIDA, il y a plusieurs défis à relever, selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La Côte d'Ivoire doit intensifier les interventions de prévention à l'endroit des jeunes femmes et des populations clés, notamment les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, etc. Le taux de transmission mère-enfant est encore élevé. Pour parvenir à l'élimination de la transmission mère-enfant, la Côte d'Ivoire doit intensifier la prévention transmission mère-enfant. Au dire du ministre Aka Awele, la Côte d'Ivoire est dans la bonne dynamique. En plus de ces efforts, un plan ambitieux a été élaboré en vue d'éliminer le sida comme problème de santé publique. Voilà, la Côte d'Ivoire ne relâchera pas dans sa lutte contre la propagation du VIH-Sida. Le pays est tout aussi engagé à éradiquer la Covid-19 et je vous invite à présent à faire le point de la situation en Côte d'Ivoire. « 228 nouveaux cas de contamination et un décès sont annoncés ce 7 juillet. Le bilan de la pandémie en Côte d'Ivoire est ainsi porté à 11 194 cas confirmés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique l'a annoncé il y a quelques heures. Je vous propose de revenir sur cette déclaration. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 7 juillet 2020, 228 nouveaux cas de Covid-19 sur 1280 échantillons prélevés, soit 17,8% de cas positifs. 103 guéris et un décès. Nous avons noté ce jour un décès survenu au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'un patient de 68 ans
hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 7 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 11 194 cas confirmés, dont 5 487 personnes guéries, 76 décès et 5 631 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 67 168. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler l'épidémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Voilà, 11 194 cas recensés en Côte d'Ivoire. La courbe de la pandémie est en pleine évolution. Aussi, hors de nos frontières, l'exemple, dans quelques pays d'Afrique, en Guinée, sont recensés 5 610 cas confirmés, 34 décès. Au Nigeria, 29 286 cas confirmés, 654 décès. Au Kenya, 8 250 cas confirmés, 167 décès. En Afrique du Sud, 205 721 cas confirmés, 3 310 décès. En Égypte, 76 222 cas enregistrés et 3 422 décès. Un total dans le monde entier qui fait 11 691 068 cas confirmés et 540 060 personnes décédées des suites de la Covid-19. Et l'épidémie de coronavirus enregistre un rebond inquiétant aux États-Unis. De plus en plus d'États font part d'une augmentation record de nouveaux cas. La conséquence, certains États commencent à être à court de lits disponibles dans les unités hospitalières de soins intensifs. Et de son côté, l'État de New York a placé la semaine dernière 3 nouveaux États américains en quatorzaine en raison des risques sanitaires liés à cette épidémie. Et notons que plus de 130 000 Américains sont décédés de la Covid-19, ce qui fait des États-Unis le pays le plus durement touché au monde par cette pandémie. Et attention aussi, en Côte d'Ivoire, la cartographie de la pandémie présente 50 districts sanitaires touchés par la Covid-19. Information consignée à la séance du jour du point presse du gouvernement. À cette date, aucun foyer de contamination n'a été détecté à Rubino, dans l'Agné-Bitiassa, selon les autorités locales qui veillent jusque-là à respecter et à faire respecter les mesures barrières sanitaires, des mesures que veillent aussi à faire appliquer les forces de l'ordre. Mama Traoré revient sur cette session. Alerte, le virus de la Covid-19 continue de se propager. Il touche désormais 50 districts sanitaires sur les 113 que compte la Côte d'Ivoire. En 3 jours, des augmentations de cas de Covid ont été notées. Ainsi, le district sanitaire de Cocody-Bingerville a eu plus 209 cas. Makori-Trècheville, plus 123 cas. Yopougon-Est, plus 55 cas. Adjamé Plateau-Atekoubé, plus 107 cas. Koumassi, plus 35 cas. Abobo-Est, plus 15 cas, pour ne citer que ceux-là. À l'intérieur du pays, les districts sanitaires de Boaké Nord-Ouest et San Pedro sont à surveiller de près. Ils ont enregistré en ces 3 jours respectivement plus 27 et plus 24 cas. Dans le district sanitaire d'Agboville, aucun cas de Covid-19 n'a encore été notifié dans la localité de Rubino. Marie-Virginie Kwasi, maire de cette cité de 20 000 habitants, dit avoir procédé par une sensibilisation de masse. Rubino aspire désormais à son redécollage économique. Malgré tous nos efforts, nos populations sont devenues fragiles du fait de l'impact de la Covid-19 sur les activités agricoles, commerciales, culturelles, de transport qui faisaient la fierté de notre commune. C'est pourquoi il apparaît important pour nous de saisir cette tribune pour appeler l'État et toutes les bonnes volontés d'ici et d'ailleurs à continuer de nous apporter l'appui nécessaire pour redonner vie à notre commune. Relâchement dans l'application des mesures barrières au sein des surfaces commerciales, les forces de sécurité interpellent. Les acteurs principaux de ces marchés, que constituent les associations et syndicats de commerçants, les groupements à vocation coopérative du secteur des vivriers, à reprendre et poursuivre
leurs actions salutaires de sensibilisation de leurs syndiqués et autres membres à l'effet de respecter et faire respecter par leurs nombreux visiteurs clients quotidiens des mesures, barrières sécuritaires et sanitaires. Le ministère de la Santé réitère son appel à la prudence car la pandémie continue de sévir. Hors actualité, Covid-19, la journée de l'intégration africaine a été marquée dans la sobriété ce 7 juillet. Il s'est tenu une rencontre pour faire le point des avancées dans le domaine. Le ministre Albert Flindé et la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire ont échangé sur le sujet. Ils se disent satisfaits des efforts de collaboration et de coopération entre les pays africains. Vous verrez bientôt en diffusion sur nos antennes la première émission culturelle francophone et de compétition pour la promotion de la langue française. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution des activités de la 6e édition de la Caravane du français. L'objectif, c'est de relever le niveau de la langue et de la jeunesse scolaire et estudiantine ivoirienne. C'est une initiative soutenue par la RTI et nous en parlons avec Serge Coléa. Émission d'éducation culturelle et littéraire, la Caravane du français met en compétition les meilleurs élèves et étudiants de la langue française. Objectif, améliorer le niveau de langue de ses locuteurs. La 6e édition s'annonce avec des innovations majeures. Nous avons essayé d'élargir la cartographie que couvre la Caravane du français, de sorte que certaines localités qui par le passé n'étaient pas sollicitées l'ont été. Et nous allons au niveau même du contenu apporter des améliorations pour rendre le concours plus attrayant et bien sûr plus sélectif. Autrement dit, le nombre de communes concernées passe de 10 à 16. Une touche culturelle et traditionnelle sera ajoutée aux épreuves. Le ministère de la Culture et de la Francophonie apporte son appui à cette caravane. Avec l'avènement des nouvelles technologies, les populations s'éloignent de plus en plus du français normé. Et cette caravane permet de restituer la langue française à sa grandeur. Elle permet de rapprocher les populations de cette langue. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, est partenaire de la Caravane du français. Elle se félicite d'associer son image à cette tribune d'excellence. Et nous soutenons cette initiative parce que ce sont nos enfants qui sont concernés. Les élèves et les étudiants, vous constatez que le niveau baisse. Donc à travers cette caravane, c'est emmener les jeunes à améliorer leur français, éviter des fautes de grammaire, éviter des fautes d'orthographe. Donc je pense que c'est une initiative que la RTI, avec beaucoup de plaisir, soutient en tant que partenaire. La caravane du français sera diffusée sur les antennes de la RTI du lundi au jeudi. L'émission va durer 6 mois. Et nous avons hâte de suivre ce nouveau programme. En politique, Kwasi Okona-Bertin s'est exprimé ce jour sur l'annulation de sa candidature au sein du PDCI RDA. Ses propos sont rapportés par Abou Sanogo. Kwasi Okona-Bertin face à la presse pour se prononcer sur l'actualité du moment, notamment sur le mobile de sa candidature à la convention du PDCI RDA. Une candidature qui, selon lui, est une chance pour son parti. Je suis candidat parce que je crois que notre pays n'a nul besoin d'un pauvre remake des affrontements du passé. Le même pauvre film avec le même scénario et les mêmes acteurs, les mêmes dialogues et les mêmes jeux de rôle. Certains ont eu la sagesse de passer la main. J'aurais préféré qu'il en fût de même pour ma famille politique. Le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est ma décision d'être le candidat du PDCI RDA, parce que je pense que ma candidature, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au PDCI ces temps-ci. C'est une chance pour le PDCI RDA. Ceux qui vont voter sont majoritairement jeunes et ont besoin de renouveau. Je souhaite que le PDCI RDA soit habité par la sagesse. Mais la candidature de Kwasi Okona-Bertin a été rejetée. Il revient sur les causes de contestation de la décision d'invalidation de sa candidature. Alors même qu'il y a 2 candidats en compétition, tous les membres du comité électoral
ont été nommés par l'un des candidats. Or, dès lors qu'il y a au moins 2 candidats, il aurait fallu, pour assurer la neutralité, qu'ils soient paritaires. Chaque candidat choisissant son représentant pour siéger dans ce comité électoral. Dès lors que tous les membres ont été désignés par l'un des candidats, ils ne peuvent être ni indépendants, ni impartiaux à l'égard de ce candidat-là. Il apparaît donc clairement que le comité électoral, qui a rendu la décision d'invalidation de ma candidature pour n'avoir pas su faire preuve de neutralité, est disqualifié. Et cette invalidation, pour moi, est sans effet. Kouadio Konan-Bertin, bien que contestant la décision de rejet de sa candidature au sein du PDCI-RDA, a décidé de ne pas exercer de recours. Et l'actualité politique referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une autre édition. Respectez les gestes barrières. Portez-vous bien.